Cadrousse s'était donc tenu, comme c'était son habitude, une partie de la matinée devant la porte, promenant son regard mélancolique d'un petit gazon pelé où picoraient quelques poules, aux deux extrémités du chemin désert qui s'enfonçait d'un côté au midi et de l'autre au nord, quand tout à coup la voix aigre de sa femme le força de quitter son poste. Il rentra en grommelant et monta au premier, laissant néanmoins la porte toute grande ouverte, comme pour inviter les voyageurs à ne pas l'oublier en passant. Au moment où Cadrousse rentrait, la grande route dont nous avons parlé, et que parcouraient ses regards, était aussi nue et aussi solitaire que le désert à midi. Elle s'étendait, blanche et infinie, entre deux rangées d'arbres maigres, et l'on comprenait parfaitement qu'aucun voyageur, libre de choisir une autre heure du jour, ne se hasarda dans cet effroyable Sahara. Cependant, malgré toutes les probabilités, s'il fût resté à son poste, Cadrousse aurait pu voir poindre du côté de Bellegarde un cavalier et un cheval venant de cette allure honnête et amicale qui indique les meilleures relations entre le cheval et le cavalier. Le cheval était un cheval hongre, marchant agréablement l'amble. Le cavalier était un prêtre vêtu de noir et coiffé d'un chapeau à 3 cornes, malgré la chaleur dévorante du soleil alors à son midi. Ils n'allaient tous deux qu'à un trot fort raisonnable. Arrivé devant la porte, le groupe s'arrêta. Il eût été difficile de décider si ce fut le cheval qui arrêta l'homme ou l'homme qui arrêta le cheval, mais en tout cas, le cavalier mit pied à terre et, tirant l'animal par la bride, il alla l'attacher au tourniquet d'un contrevent délabré qui ne tenait plus qu'à un gond. Puis, s'avançant vers la porte, en essuyant d'un mouchoir de coton rouge son front ruisselant de sueur, le prêtre frappa 3 coups sur le seuil du bout ferré de la canne qu'il tenait à la main. Aussitôt, un grand chien noir se leva et fit quelques pas en aboyant et en montrant ses dents blanches et aiguës, double démonstration hostile qui prouvait le peu d'habitude qu'il avait de la société. Aussitôt, un pas lourd ébranla l'escalier de bois rampant le long de la muraille et que descendait, en se courbant et à reculons, l'hôte du pauvre logis à la porte duquel se tenait le prêtre. « Me voilà, disait Cadrousse, tout étonné. Me voilà. Veux-tu te taire, Margottin? N'ayez pas peur, monsieur, il aboie, mais il ne mord pas. Vous désirez du vin, n'est-ce pas? Car il fait une polissonne de chaleur. Ah, pardon, interrompit Cadrousse, en voyant à quelle sorte de voyageur il avait affaire. Je ne savais pas qui j'avais l'honneur de recevoir. Que désirez-vous? Que demandez-vous, monsieur l'abbé? Je suis à vos ordres. Le prêtre regarda cet homme pendant 2 ou 3 secondes avec une attention étrange. Il parut même chercher à attirer de son côté sur lui l'attention de l'aubergiste. Puis, voyant que les traits de celui-ci n'exprimaient d'autre sentiment que la surprise de ne pas recevoir une réponse, il jugea qu'il était temps de faire cesser cette surprise et dit avec un accent italien très prononcé « N'êtes-vous pas Monsou Cadrousse ?»« Oui, monsieur, » dit l'hôte, peut-être encore plus étonné de la demande qu'il ne l'avait été du silence. « Je le suis, en effet. Gaspard Cadrousse, pour vous servir. » Gaspard Cadrousse. Oui, je crois que c'est là le prénom et le nom. Vous demeuriez autrefois allée de Meillan, n'est-ce pas? Au 4e. C'est cela? Et vous y exerciez la profession de tailleur. Eh oui, mais l'État a mal tourné. Il fait si chaud à ce coquin de Marseille que l'on finira, je crois, par ne plus s'y habiller du tout. Mais à propos de chaleur, ne voulez-vous pas vous rafraîchir, monsieur l'abbé? Si fait, donnez-moi une bouteille de votre meilleur vin, et nous reprendrons la conversation, s'il vous plaît, où nous la laissons. Comme il vous fera plaisir, monsieur l'abbé, dit Cadrousse. Et, pour ne pas perdre cette occasion de placer une des dernières bouteilles de vin de Cahors qui lui restait, Cadrousse se hâta de lever une trappe pratiquée dans le plancher même de cette espèce de chambre du rez-de-chaussée qui servait à la fois de salle et de cuisine. Lorsqu'au bout de 5 minutes il reparut, il trouva l'abbé assis sur un escabeau, le coude appuyé à une table longue, tandis que Margottin, qui paraissait avoir fait sa paix avec lui en entendant que, contre l'habitude, ce voyageur singulier allait prendre quelque chose, allongeait sur sa cuisse son cou décharné et son œil langoureux. « Vous êtes seul ?» demanda l'abbé à son hôte, tandis que celui-ci posait devant lui la bouteille et un verre. « Oh mon Dieu, oui, seul, ou à peu près, monsieur l'abbé, car j'ai ma femme, qui ne me peut aider en rien, attendu qu'elle est toujours malade, la pauvre carconte. »« Ah, vous êtes marié ?» dit le prêtre avec une sorte d'intérêt,
et en jetant autour de lui un regard qui paraissait estimer à sa mince valeur le maigre mobilier du pauvre ménage. « Vous trouvez que je ne suis pas riche, n'est-ce pas, monsieur l'abbé ?» dit en soupirant Cadrousse. « Mais que voulez-vous? Il ne suffit pas d'être honnête homme pour prospérer dans ce monde. » L'abbé fixa sur lui un regard perçant. « Oui, honnête homme, de cela je puis me vanter, monsieur, » dit l'hôte en soutenant le regard de l'abbé, une main sur sa poitrine et en hochant la tête du haut en bas. « Et dans notre époque, tout le monde n'en peut pas dire autant. »« Tant mieux si ce dont vous vous vantez est vrai, » dit l'abbé, « car tôt ou tard j'en ai la ferme conviction, l'honnête homme est récompensé, et le méchant puni. » « C'est votre état de dire cela, monsieur l'abbé. C'est votre état de dire cela, » reprit Cadrousse avec une expression amère. « Après cela, on est libre de ne pas croire ce que vous dites. »« Vous avez tort de parler ainsi, monsieur, » dit l'abbé, « car peut-être vais-je être moi-même pour vous, tout à l'heure, une preuve de ce que j'avance. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Cadrousse d'un air étonné. « Je veux dire qu'il faut que je m'assure avant tout si vous êtes celui à qui j'ai affaire. »« Quelle preuve voulez-vous que je vous donne ? » « Avez-vous connu en 1814 ou 1815 un marin qui s'appelait Dantès ? » ?»« Dantès ? Si je l'ai connu, ce pauvre Edmond, je le crois bien. C'était même un de mes meilleurs amis, » s'écria Cadrousse, dont un rouge de pourpre envahit le visage, tandis que l'œil clair et assuré de l'abbé semblait se dilater pour couvrir tout entier celui qui l'interrogeait. « Oui, je crois en effet qu'il s'appelait Edmond. »« S'il s'appelait Edmond, le petit, je le crois bien. Aussi vrai que je m'appelle moi Gaspard Cadrousse. Et qu'est-il devenu, monsieur, ce pauvre Edmond ? Continua l'aubergiste. L'auriez-vous connu ? Vit-il encore ? Est-il libre ? Est-il heureux ? Il est mort, prisonnier, plus désespéré et plus misérable que les forçats qui traînent leurs boulets au bagne de Toulon. Une pâleur mortelle succéda sur le visage de Cadrousse à la rougeur qui s'en était d'abord emparée. Il se retourna, et l'abbé lui vit essuyer une larme avec un coin du mouchoir rouge qui lui servait de coiffure. « Pauvre petit !» murmura Cadrousse. « Eh bien voilà encore une preuve de ce que je vous disais, monsieur l'abbé, que le bon Dieu n'était bon que pour les mauvais. »« Ah, continua Cadrousse avec ce langage coloré des gens du Midi, le monde va de mal en pis. Qu'il tombe donc du ciel 2 jours de poudre et 1 heure de feu, et que tout soit dit. »« Vous paraissez aimer ce garçon de tout votre cœur, monsieur, » demanda l'abbé. « Oui, je l'aimais bien, » dit Cadrousse, « quoique j'ai à me reprocher d'avoir un instant envié son bonheur. Mais depuis, je vous le jure, foi de Cadrousse, j'ai bien plaint son malheureux sort. » Il se fit un instant de silence, pendant lequel le regard fixe de l'abbé ne cessa point un instant d'interroger la physionomie mobile de l'aubergiste. « Et vous l'avez connu, le pauvre petit ?» continua Cadrousse. « J'ai été appelé à son lit de mort pour lui offrir les derniers secours de la religion, » répondit l'abbé. « Et de quoi est-il mort ?» demanda Cadrousse d'une voix étranglée. « Et de quoi meurt-on en prison quand on y meurt à 30 ans, si ce n'est de la prison elle-même ?» Cadrousse essuya la sueur qui coulait de son front. « Ce qu'il y a d'étrange dans tout cela, » reprit l'abbé, « c'est que Dantès, à son lit de mort, sur le Christ dont il baisait les pieds, m'a toujours juré qu'il ignorait la véritable cause de sa captivité. »« C'est vrai, » murmura Cadrousse. « Il ne pouvait pas le savoir. Non, monsieur l'abbé, il ne mentait pas, le pauvre petit. C'est ce qui fait qu'il m'a chargé d'éclaircir son malheur, qu'il n'avait jamais pu éclaircir lui-même, et de réhabiliter sa mémoire, si cette mémoire avait reçu quelque souillure. » Et le regard de l'abbé, devenant de plus en plus fixe, dévora l'expression presque sombre qui apparut sur le visage de Cadrousse. « Un riche Anglais, » continua l'abbé, son compagnon d'infortune, et qui sortit de prison à la seconde restauration, était possesseur d'un diamant d'une grande valeur. En sortant de prison, il voulut laisser à Dantès, qui, dans une maladie qu'il avait faite, l'avait soigné comme un frère, un témoignage de sa reconnaissance en lui laissant ce diamant. Dantès, au lieu de s'en servir pour séduire ses geôliers, qui d'ailleurs pouvaient le prendre et le trahir après, le conserva toujours précieusement pour le cas où il sortirait de prison. Car s'il sortait de prison, sa fortune était assurée par la vente seule de ce diamant.
C'était donc, comme vous le dites, demanda Caderousse avec des yeux ardents, un diamant d'une grande valeur. Tout est relatif, reprit l'abbé. D'une grande valeur pour Edmond. Ce diamant était estimé 50 000 francs. 50 000 francs, dit Caderousse. Mais il était donc gros comme une noix. Non, pas tout à fait, dit l'abbé, mais vous allez en juger vous-même, car je l'ai sur moi. Caderousse sembla chercher sous les vêtements de l'abbé le dépôt dont il parlait.